dialogue, et vous allez en avoir un que je ne sais pas d'avance ce qui va nous arriver. Alors, je voulais commencer, bon, normalement ça devrait durer une demi-heure, hein, peut-être 3/4 d'heure, parce que je ne sais pas ce qu'il va dire. Moi j'avais prévu à peu près ça, pour ne pas vous fatiguer, je sais que vous travaillez beaucoup déjà. Donc j'avais envie de commencer en citant quelque chose, mais je ne pourrais pas, j'avais dit, je vous parle d'un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître, mais je viens d'apprendre le décès de Charles Aznavour, donc j'éviterai de faire de l'humour là-dessus. Et on commence tout de suite, ça vous va? Bon, alors c'est parti. Donc ce sont des témoignages. Où elle est? Je cherche la souris. Ah voilà. Voilà, alors ça c'est ce que j'avais préparé pour notre réunion de la promo 67. Alors nous nous réunissons tous les ans depuis 30 ans maintenant, donc on se connaît bien. Et on avait fêté la fête de la première notre entrée à l'école en 2017. Pardon. Alors bon, je passe, il y a des diapos, c'est pas la peine que j'insiste, vous les aurez toutes en ligne si vous voulez des détails. Nous on a commencé la vie parisienne à la rue de Citeaux. Rassurez-vous, la voiture n'est pas d'époque, mais c'est là qu'on passait les concours. Depuis la rue Citeaux, les centraliens ont déménagé, bien sûr. Mais voilà. Mais il y a un petit problème pour la souris. Il n'y a pas une autre souris qui marche, non? Elle ne veut pas. Voilà. Bon, ça c'est mon appareil photo. À l'époque, voilà ce qu'on avait. J'ai fait ce que j'ai pu avec ça. On a démarré un club photo aux Mines. Je ne sais pas s'il est toujours au 8e étage, c'était la photo argentique. Et moi j'étais vraiment débutant. Bon, ça c'est l'école, mais ça vous connaissez. Bon, c'est des photos d'époque de l'entrée et puis de la fameuse maison, là où vous êtes en ce moment. Hein. Il n'y a que le restaurant qui a dû changer depuis. Bon, il y a ce que vous appelez la fosse aux ours, mais qui, nous, c'était un resto universitaire. Comme ça, on n'avait pas à bouger. J'ai encore les tickets, mais je ne sais pas s'ils sont toujours valables. Je crois que c'était 1 franc 25 à l'époque. Mais... Ah, maintenant, il vaut peut-être plus cher, c'est un article collector, comme on dit. Donc on mangeait ici et ça attirait un petit peu les foules autour, ça, en particulier le foyer des Feuillantines, hein, où on avait nos copines qui venaient de temps en temps. Alors contrairement à ce que le Cohn-Bendit avait réclamé, lui, pour Nanterre, nous, on n'a jamais demandé, pour vous montrer qu'on n'était pas dans le même monde, on n'a pas demandé l'accès aux chambres des filles de l'autre côté. Sachant qu'il n'y en avait pas chez nous, hein. C'est la différence avec vous. Alors, je cherche toujours, voilà. Donc la rue Saint-Jacques, alors je suis passé tout à l'heure, on avait un petit resto de dépannage puisque la cantine n'était pas très bonne, hein, faut le dire. On allait chez la mère Bourgeois, c'était là, c'était tout petit, mais c'était très bon et ça devait coûter l'équivalent de 10 €, quoi. Bon, de temps en temps on se rattrapait là. Bon, notre rentrée, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails. On est fin 67, tout est calme. Vous allez voir tout à l'heure, la France s'ennuie, un article. Nous, on découvre tout. Je suppose que les premières années découvrent tout aussi. Hein. Bon, on est émerveillé par tout ce qu'on voit, ou presque. Enfin, j'espère que oui. Bon, voilà, pour vous situer le contexte. Hein. C'est la fin des yéyés. Alors, mais quand même, il y a les derniers Beatles, avant qu'ils se séparent dans 2 ans. Il y avait Antoine aussi qui nous distrayait un peu. Bon, ben nous on animait nos soirées plutôt avec ça. C'était plus sage, on aimait bien. En particulier, on avait un collègue de promo qui chantait Jacques Brel, hein, il faisait des soirées Jacques Brel dans sa piole. Voilà. Et non, c'était vraiment pas mal. Il y avait Guy Béard venait de sortir, et puis il y avait le folk qui commençait on s'est beaucoup alimenté pour nos soirées avec ce petit livre bleu, qui existe toujours d'ailleurs. Alors pour vous rappeler un peu la politique, parce que vous êtes loin de vous imaginer que c'était l'Europe à 6, qu'on était coupé en deux, qu'il y avait le rideau de fer, et qu'à Berlin, il y avait le mur. Voilà. On était en plein dedans. Il faut le savoir parce que les gens oublient ça. Voilà nos responsables. Mais je vous dis que quand on rentrait en première année, on ne s'occupait pas trop de politique. Hein, mais enfin bon, il y avait déjà quand même
la figure du commandeur, Pompidou, Debray, Couve de Murville qui a remplacé Pompidou après. Vous avez Perfit, là, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui a été un des acteurs, Grimaud. Alors vous avez Missoff. Missoff, vous ne savez pas qui c'est Missoff? C'est celui qui a eu l'altercation avec Cohn-Bendit, qui a démarré le sujet à propos de la piscine. Et on dit maintenant, les étudiants ont des problèmes sexuels, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Missoff qui se les payait, quoi. Et d'ailleurs, il s'en est pas remis. Là, il y a Chaban qui a pris la suite avec sa nouvelle société, et puis Alain Poher, vous connaissez peut-être, non? C'était notre cher camarade, mineur de Paris, qui a dirigé le Sénat pendant, donc il était voisin, pendant, je ne sais pas combien d'années, peut-être 20 ans. C'était le deuxième personnage de l'État. Et c'est ce qui vaut d'ailleurs à l'école d'avoir bénéficié, je pense, de certaines facilités. En particulier d'échapper à la délocalisation. Ça a l'air de rien, mais je rappelle, il y avait 3 écoles qui étaient au centre de Paris et qui ont été dans le quartier latin. Il y avait l'X qui était rue Descartes, nous qui étions en boulevard Saint-Michel, et puis la rue d'Ulm, la Normal Sup. Il y avait des ponts qui étaient aussi là, oui, exact. En fait, tous ces gens-là font partie du périmètre qui a été bouclé, hein, qui a été cerné. Bon, l'opposition, il y avait quand même une opposition, vous reconnaîtrez sans peine Mendes France, Mitterrand qui démarrait, là, qui était dans la FGDS, il n'y avait pas encore de PS, hein. C'est le congrès d'Épinay, c'est beaucoup plus tard. Alors le fameux Waldeck-Rocher, avant Georges Marchais, c'était lui quand même. Et puis celui qui a fait surface politiquement et qui a eu une influence chez nous, c'était le jeune Rocard. Bon, l'opposition, c'était aussi Le Canuet et Giscard d'Estaing avec son 8 mai. Il a commencé à dire, ils ont créé les Républicains indépendants pour se séparer de la majorité. Et c'est d'ailleurs lui qui a remporté les élections en 1974, hein, bien sûr. Puis là, j'ai pas mis, il n'est pas opposant, c'est le fameux Antoine Pinet. Mais je l'ai mis là parce que j'avais pas de place sur l'autre diapo. C'est tout. Mais Antoine Pinet, c'était la référence financière, n'oubliez pas. Chaque fois qu'il y avait des dévaluations, il y en avait beaucoup, ou la fameuse rente Pinet à mettre au point, on appelait Pinet, hein. On appelait de Saint-Chamond. Bon, il y a eu aussi des problèmes dans l'église catholique, vous en avez peut-être entendu parler, c'était Paul VI qui était là, il y avait, là-haut il y a, comment il s'appelle, Clavel, le père Cardonnel, un jésuite qui a semé la révolution, Blancard, Chenu, et puis l'évêque de Paris, l'archevêque, pardon, comment il s'appelle, Marty, cardinal Marty, qui a eu cette fameuse phrase, il est arrivé en plein événement, son prédécesseur Veuillot venait de décédé, il est arrivé en plein milieu des événements, il a sorti son Dieu des bas conservateurs et il a dû subir tout ce qu'il a subi. Bon, en international, je vous passe les figures les plus connues, Johnson, Khrouchtchev, Mao, le Shah d'Iran, Ceausescu, ben oui, pour ceux qui... Parce que De Gaulle est allé visiter pendant les événements Ceausescu, il ne faut pas l'oublier. Indira Gandhi, Nasser, Salazar, Fidel. Menahem Begin et son fameux adjoint. Bon, alors, simplement, moi j'insiste sur une chose qui s'est passée, qui est assez inaperçue, c'est qu'il y a eu des lanceurs d'alerte déjà en 70 de la désindustrialisation. Vous savez tous que ça doit vous intéresser parce que l'école des mines, ce sont des bouchées principales, c'est l'industrie. Et vous voyez la part de l'industrie dans le PIB qui a commencé à baisser à ce moment-là, puisqu'on est à la fin des 30 glorieuses, où là elle avait monté, et puis depuis quelques décennies, c'est ce qu'on appelle les 40 piteuses, après les 30 glorieuses. Donc Stollery l'avait prédit, et depuis, beaucoup ont répété son message sans jamais faire beaucoup de choses pour maintenir l'industrie. À côté, vous avez Jean-Jacques Schreiber qui annonçait dans son défi américain les nouvelles méthodes de gestion à l'américaine. Bon, voilà. Ça va? C'était pour vous mettre bien dans le contexte, parce que sinon vous allez faire des bévues. Voilà. Ça va, toi? Tout va bien. Bon. Ce qui est dans mon dos, là, c'est un piège. Hein. Alors, le programme, on démarre avec nos professeurs légendaires. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Ce qu'on avait, que vous n'aviez pas, que vous n'avez plus, c'est la préparation militaire IMO, instruction militaire obligatoire, tous les samedis. J'envoie un keynote, là c'est bien, mais vous l'aurez en ligne, hein, vous pouvez là. C'est bien, c'est une bonne habitude.
Donc instruction militaire obligatoire, on faisait la formation pour devenir, on était d'office, au bout des 3 ans, on était sous-lieutenant, on avait une barrette. Et avec les responsabilités qui vont avec. Et on faisait des TP Renault à l'usine de Billancourt, qui n'existe plus. Hein. Maintenant c'est devenu quoi, un musée ou je sais pas quoi. On allait c'est les mercredis je crois, on allait limer, râper, enfin, faire du travail, tourner, faire du tournage. On appelait ça les TP chez Renault. Ça se fait plus ça. Non. Bon, voilà notre corps professoral, c'est encore pour vous continuer dans l'ambiance avant qu'on arrive au fait. Donc, vous avez Tincelin, professeur d'exploitation des mines, enfin, j'arrive pas à... Voilà. Mais pourquoi elle saute? Il faudrait un papier, peut-être. Ah oui, mais... Avec un papier, ça doit... Ah ben avec le Vendôme. Ah, voilà. Avec le Vingardium, ça marche bien. Donc vous avez Tincelin, exploitation, Fichesser, le directeur, Lafitte, le sous-directeur, et Turpin, qui a été notre prof de métallurgie. Voilà Fichesser qui dirigeait l'école, qu'il a vraiment remonté, on peut le dire, à partir de 1945, parce que pendant la guerre, il s'est passé des choses. Et avec son directeur des études, Vieldan, mais là il est jeune, je vais vous montrer les photos plus actuelles pour nous. Alors, Fichesser est quand même venu à notre réunion de promotion en 91, il est venu manger avec nous, puis il est décédé quelques mois plus tard. C'est un type vraiment exceptionnel. Les autres professeurs exceptionnels, il y avait Lacombe, Mandel et Allais. Lacombe, c'est la métallurgie. Moi, 25% de la promotion à l'époque allait en métallurgie. Ce type était mondialement connu, c'était un grand découvreur, un grand scientifique, et vraiment il attirait les gens. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de métallurgie après, mais qui sont très contents de l'avoir suivi. Tu n'étais pas toi. Tu faisais quoi toi comme option? Mais comme option, option. J'avais des séances de ciné au 3 Luxembourg, un livre de nuit, c'était un 5 francs la place. Ah bon? Là, j'ai refait ma culture cinématographique pendant 3 ans. Mais tu avais les moyens. 5 francs la place. Et tous les soirs. Non mais comment tu as fait une option? Tu as fait une option quand même. Tu as fait quelle option? J'ai fait automatique. Ah voilà. Bon. Mais j'ai pas la photo de bloc. De bloc, hein? Je l'ai pas. Bon, alors les voilà, c'est la promo 65 ou je sais pas quoi, ou 63 qui les a pris. Donc vous retrouvez. Alors là ils sont vraiment à l'âge à peu près où on les a connus. Fichesser, Lulu, Vieldan, alors spécialiste de l'ordinateur. Il y avait un ordinateur central qu'on appelait la Babas. C'était le seul ordinateur. Vous avez peut-être des ordinateurs portables, nous on n'en avait pas. Hein. Pareil pour les téléphones, il y avait un téléphone à chaque étage fixe, à chaque étage. Il faut voir aussi comment on travaillait. Hein. En dessous, vous avez l'officier surveillant. Alors, pour vous, aujourd'hui, il s'appelle M. Filoro, mais il n'est pas officier. Nous, c'était un militaire en retraite. Et il s'appelait Lac. C'était vraiment un personnage pittoresque, pas très sévère. D'ailleurs, on était devenus... Parce qu'à chaque cours, il fallait émarger, cranter, comme on dit. Il fallait signer un papier qui était devant les... Là où vous avez vos promos, là, il y avait un stand avec un grand livre et il fallait signer quand on assistait au cours. Et bon, devenir expert en imitation et signature, vous êtes... Bon, là vous avez Frad qui est devenu directeur des études, mais qui à l'époque était adjoint de Lacombe. Vous avez Lafitte, donc le sous-directeur. Bon, voilà, De Haas, voilà Boulet, la chimie de Haas, c'est les machines. Georges Brun, dont on parlera tout à l'heure, qui étaient les machines hydrauliques. Tincelin, Francis Fer, non, hein, la thermodynamique. Il faut que ça fasse la révolution, tu veux venir en une oui. heure. Non mais on y est là. Non mais pourquoi ça t'intéresse pas de parler de fer, mais fer c'était... Voilà, alors ça c'était la maison des mines, voilà ma chambre. Bon, je sais pas, ça c'est moi-même avec mon copain Maillard, de Fermat, on était ensemble, on est restés d'ailleurs. Alors il y a les élections. Je pense que vous les avez faites, vous, cette année? Élection du bureau? Non? Oui? Ah bon, c'est pas encore. Bon, nous, c'était la liste Perez. Alors, il y avait une liste de droite et de gauche, non? On peut dire? Mais toi, tu n'y étais pas. Enfin, disons, on avait composé une liste à la fois qui mélangeait la droite et la gauche avec notre ami Perez. J'en faisais partie, j'ai fait partie du bureau.
Voilà. Donc pourquoi voter Porel, c'est l'équivalent de ce que j'ai vu sur votre tract, là, sur votre blog un peu. Et voilà, on avait eu droit à l'article dans le Figaro, quand même. Alors nous voilà, le bureau, donc il y a Porez, Stremsdorfer, moi-même, Tasso, Chiles et Collin. Ça, c'était les deux personnalités de gauche, on peut le dire. À l'époque, c'était PSU. Hein. Et nous revoilà tous avec en plus, je crois qu'il y a 2 badges ici. Alors on peut vous dire, lui, il était dans les pétroles, avec Thierry Desmarais. Lui, il était au CEA, je crois, chercheur. Moi, j'étais dans la métallurgie chez ArcelorMittal. Lui, il a repris la boîte de son père dans le génie climatique. Lui, il est chercheur encore, je crois, à Fontainebleau, en géostatistique. Lui, il est sol étanche. Et lui, il a eu un destin curieux parce qu'il est devenu... Il était chez Nobel Bosel. Après, il a repris la ferme de sa famille. Donc, il est devenu agriculteur. Et maintenant, il est un peu philosophe. Il dirige... Non, mais sérieux, c'est pas rigolo. Il dirige un centre qui s'appelle le CEP. Je suis allé à des colloques. Vous cherchez Tasso sur Internet et YouTube, il a fait des exposés absolument remarquables. D'ailleurs, ça a été notre débatteur. Contre la gauche, il fallait des gens de costauds. Bon. Mais c'est vrai, il en faut toujours. Hein. Alors, notre bal de début d'année, enfin de fin d'année en décembre, c'était sous Juliette Gréco. Et bon, on avait 2 journaux. Alors l'équivalent de votre Vendôme, c'était l'abattage. Et puis la communauté du dominicain Pierre Blond, on avait le Petit Calotin. Tu t'en souviens? Et on écrit. Tu as dû écrire aussi, on écrivait des articles de temps en temps. Bon. Donc, et monsieur, les archives, vous les avez. Oui, mais ça existait. Bah, pourquoi elle ne veut pas? Où elle est la souris, là? Elle part? On ne sait pas où elle part, la souris. Comment? Ah oui, mais je veux bien cliquer, mais elle n'est pas. On a perdu la souris. Que faire? Ah, ben voilà. Des fois, elle apparaît. Je ne sais pas où elle est. Et si j'appuie, ça ne marche pas. Oui, je vais faire comme ça. Allez, hop, merci. Avec le... C'est où avec ça? Que je fais comme ça? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Non plus. Des pages. Ah, voilà. Ça marche? Bon. Allez, on reprend. Donc, voilà. Alors, on avait trouvé... Alors, bon, ma responsabilité, j'étais VP culturel. On avait chacun notre spécialité, comme vous devez avoir dans les bureaux, et je m'occupais en particulier de l'organisation du bal, étant musicien, et on avait trouvé ce petit groupe, un petit Camerounais qui traînait là, qui s'appelait Manu Dibango. Eh oui, mais il était amateur à l'époque. Et puis on a toujours notre camarade Pierre Dieuze, promo 48, qui joue toujours en ce moment. Il a joué avec les plus grands du jazz depuis des années qu'il fait ça. Et il est à Chatou en ce moment, au club de New Orleans de Chatou. Bon, voilà les cours. Une photo pirate de Georges Brun, pas difficile à faire parce qu'il ne regardait jamais les élèves. Donc, mais c'était un cours très... Enfin, vous voyez, il y a des équations. Là, c'est Joukowski-Kuta. C'est marqué d'ailleurs. Je suppose que vous les connaissez par cœur. Bon, notre centre, notre QG, c'était aussi là où on réfléchit. Je vois mon ami Belin, là, ici, et mon ami Humbert qui sont en pleine réflexion stratégique. Donc, vous voyez, on s'en... Mais 68, nous, on n'était pas dedans. On faisait des petites soirées. Alors là, vous avez... C'est un peu émouvant parce qu'il y en a qui sont morts. Par exemple, l'Andrea, qui a été patron à la SNCF pour la sécurité, à qui ils ont fait manger quelque chose. Alors là, c'est le plus important, c'est Saglio, dont vous allez entendre parler tout à l'heure dans les événements. Parce que ça a été un des chefs de... Et en face, c'était Pomarède, mais je ne sais pas pour ce qu'il est. Alors, l'Andrea, donc, il a été à la SNCF. Saglio, il est devenu sociologue dans la revue Économie et Humanisme, dans la logique de son engagement pendant les événements. Et maintenant, il est au CNRS, je vois. Ah ben tiens, ça marche. Bon, l'autre activité importante, c'était le billard. D'accord? Bon, vous l'avez plus, il était à l'entrée de la Meudemeux. D'ailleurs, là, je suis en train de jouer. Je crois que j'ai fait perdre mon équipe. D'ailleurs, là, il y a
la Passé qui est là, tu le reconnais, et il y a Rambaud qui est juste à côté, mais on le voit qu'à moitié. Là c'est Joubert et là c'est Abat. Abat qui est devenu un des grands chefs du Boston Consulting Group. Voici notre capitaine avec sa chéchia, je crois c'est Belin, le chef du club photo. Bon voilà, apparaissent c'est un milieu très, très gauchisant. Alors il y avait tout un tas de groupes. Je ne sais pas si tu peux te ranger dans une famille. Moi je. Non. Moi je voulais parler un tout petit peu d'enfants à cette époque. Il y avait des choses différentes. Il y avait plein de filles à l'école. Oui. C'était pas ça qui est extraordinaire, c'est qu'on avait tout ça normal. Oui. D'accord. Oui. Il n'y avait pas un prof femme. Il y en avait une qui était Marie Moscovici, qui était de sociologie, mais tous les profs étaient des hommes. Oui. On vivait sous la chape de plomb des gaullistes, donc les radios qui fournissaient les nouvelles et la télé était contrôlée par... Oui, l'ORTF. C'était l'ORTF. Donc il faut se rappeler qu'en 67, le film de Rivette, La religieuse, d'après le roman de Diderot, a été interdit par Perfit, parce que portant atteinte à la morale. D'accord. Donc on vivait dans un... Il n'y avait pas de sida, mais on se tuait avec des cigarettes. Il y avait la peine de mort. Oui. Voilà, mais on était heureux. Enfin, en passant, il parle de la religieuse, mais si en 67 est sortie La Chinoise de Godard, qui était vraiment un éloge et qui a été autorisé, bien sûr. Mais enfin, il y avait un peu de tout. Bon, et puis du côté droit, on a les extrémistes, enfin c'est surtout les extrémistes qui avaient Occident, les actions françaises, l'UNI, etc. Mais ils étaient moins apparents. Bon, enfin, ce que ça reflète, c'est qu'il y avait une grande diversité d'opinions. Et à mon avis, c'est aussi ce qui a expliqué un peu l'échec de mai 68. C'est quelque chose dans la liste, oui, je sais. Le Parti communiste était un grand parti. C'est l'UEC. Jacques Duclos fait 23% d'élections présidentielles. Oui, mais c'est l'UEC. Les communistes, chez nous, c'était l'Union des étudiants communistes. Et il y avait c'était Mirail qui décidait en chantant Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao. Et si vous écoutez le truc, il disait Staline. Oui, oui. Écoutez bien. Ils traitaient les communistes staliniens, et eux, ils disaient Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao. Oh. Et il vaut mieux qu'il vous le raconte parce que moi j'ai pas vécu ça, j'étais de l'autre côté. Mais bon. Enfin, l'UEC chez nous était représenté par deux personnalités dont un deviendra délégué de promotion, c'est Mirail et Lescofi, qui est décédé, mais qui était bon, ils étaient pas trop staliniens quand même. Enfin, il y avait ce qu'on appelait des révisionnistes aussi, parce que Khrouchtchev arrivant a déstalinisé, donc il y avait pas mal de mouvements. Bon, voilà les intellos aussi, mais je vous situe le cadre. Bourdieu et Passeron, Marcuse, Aron, je ne sais plus qui c'est celui-là, Foucault. Bon, lui, il n'a pas joué un grand rôle, c'était Malraux, Sartre évidemment, Aragon. Alors Sartre et Aragon venaient de rentrer du RSS, ils n'ont rien vu, hein. Tout allait bien. Hein. Il ne faut quand même pas oublier qu'à ce moment-là, c'était et puis Clavel, et puis Althusser, qui à l'école normale supérieure avait fait un centre du gauchisme. Les idées qu'on voyait en ce moment-là, nous, on entendait parler de ça. L'idéologie principale, c'était Marcuse, les héritiers de... Alors les héritiers, bon tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est important pour le contexte. Je vais l'écrire dans un petit livret que j'ai préparé, où je mettrai des petits encarts, qu'est-ce que les héritiers, qu'est-ce que Marcuse. Marcuse, c'est l'homme unidimensionnel. Les héritiers, c'était la théorie sociologique... il y avait une auto-reproduction des élites, hein, pour résumer brièvement, et qu'un fils d'ouvrier avait très peu de chances, je crois que c'était 1 sur 40, d'arriver à l'enseignement supérieur. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont refait des statistiques, la proportion est passée à 1 chance sur 4. C'est quand même bien meilleur, sauf que la classe ouvrière est considérablement réduite. Voilà. Et les citations de Mao, tu as ton petit livre rouge encore, moi je l'ai toujours. Bon. Et puis pilote, parce que pilote, il y avait au 4e étage, il y avait un étage de pilotomaniaque. On appelait pilote avait vraiment la cote à ce moment-là, c'était les débuts, c'était la rubrique Abrac, c'était Achille Talon, je me rappelle encore tout ça. Et il y avait un étage où ils se le passaient tous les jours, enfin ils étaient un peu ma boule. Hein, tu te souviens de...
Bon, voilà, on y arrive. Oh. Bon, ah bah tiens, ils ont regardé les effets. Les élèves, alors l'UGE, bon, c'est ce que je viens de vous dire. Alors on va passer là. Ah oui, alors nous on était 5 ou 6, avec Porez, on a créé la cellule FNAG, Fédération Nationale des Associations d'élèves en grande école. Parce que le syndicat dominant, c'était l'UGE, l'Union des grandes écoles, qui était de gauche depuis la guerre d'Algérie. Et la FNAG, c'est une filiale de la FNEF qui avait été fondée par le gouvernement pour reprendre des voix au niveau du Crous. Parce qu'il y avait toute une dispute au niveau du Crous, je ne sais pas si ça existe toujours le Crous, pour savoir qui pouvait gérer l'argent des cotisations et tout ça. Et un peu la FNAG, c'était un peu la droite qui a été poussée un peu pour rétablir l'équilibre. Bon, inutile de dire qu'à l'école, on était ultra minoritaire. Voilà. Bon. On parlait, tu n'y étais pas, mais nous on y était. Tous les mois de février, il y avait un stage de ski. Pardon? Ça continue? À l'UCPA aussi? Alors méfiez-vous, vous allez voir à Val d'Isère. Hein. Vous allez voir pourquoi plus tard, dans 2 ans. Voilà, la France en nu, on y arrive aux événements. Mais je pense qu'il fallait un peu de mise en condition. Oui, parce que sinon on ne peut pas comprendre. Pour comprendre, il faut avoir ça en tête. Alors la France s'ennuie. Biasson Ponté écrit ça dans Le Monde en mars, 15 mars. Je dis le 22, c'était la semaine d'après. Hein. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Et c'est une reprise d'une citation de Lamartine en 1839, qui lui n'a pas vu venir la révolution de 1848. Mais vous voyez, il a pas... Bon, l'article, je le sortirai dans mon petit livre, il fait une page. On lui explique. Bon, les signes avant-coureurs, moi j'ai cherché dans nos revues. Est-ce qu'il n'y a pas des articles qui ont été écrits qui auraient pu faire penser que... Et effectivement, il y en a eu 2 ou 3 seulement. Non, pour dire qu'on était complètement pris au dépourvu. C'est celui de Jean-Paul Cher qui s'appelle « Il nous faut commencer par tuer le pédagogue ». Alors il fait 3 pages, et le pédagogue c'était... Voilà. Enfin, de là à le tuer, moi j'appelle ça... On reconnaît avoir milité pour l'exclusion de Maurice Allais du corps professoral. Je culpabilise un peu de... C'est ce qu'on appelle... Dans les partis de gauche, on appelle ça l'autocritique publique. Et c'est le cas, parce que c'est une erreur, pour moi une erreur grossière, d'avoir mis dehors, d'avoir marginalisé. C'est la fièvre émotionnelle qui maintient le monde à une température normale. Bon, les événements, je vous les donne en 3 phases pour vraiment simplifier, parce que il faut voir qu'après le démarrage, on a hésité un peu, qu'il y a une grève, est-ce qu'on s'y met, est-ce qu'on s'y met pas. Finalement, on a décidé de faire grève le 2 ou 3 mai, surtout après. Il y a eu 3 phases. Il y a eu la phase révolutionnaire ou étudiante, si on veut. Il y a eu une phase avec quand les ouvriers s'y sont mis, qu'il y a eu la grève générale, et puis la dernière phase, c'est jusqu'à Grenelle. Et la 3e phase, c'est la phase politique, avec la reprise en main, l'histoire des Katangais, et puis l'élection massive et la grande manifestation de fin mai. Fin juin, non, pardon. Bon, la phase étudiante, bon, c'est le 3 mai, nous, que ça a démarré. Bon, le fameux trio. Alors, Gesmar, c'est mine de Nancy, quand même, mais il nous concerne aussi. Moncrivine était à côté. La fameuse nuit rouge, que vous allez voir. La phase sociale, c'est les grèves générales. L'autre nuit rouge du 24 mai, Grenelle le 25 mai, bon, le général qui commence à s'inquiéter, qui part à Baden-Baden et tout ça, et qui revient en disant non, je ne quitterai pas. Bon, après, c'est la fin du mouvement, les Katangais qui étaient des types très violents dans la Sorbonne qu'on a fini par exfiltrer, la contre-manifestation, le vote massif du 24 juin, le nouveau gouvernement. Et là, bon, il y a eu un jeu subtil que j'expliquerai aussi, mais pas ce soir, entre De Gaulle et Pompidou. De Gaulle pour les méthodes très fortes de militaires, et Pompidou plutôt négociateur, qui a négocié Grenelle, mais quand De Gaulle est revenu, il l'a balayé un peu, il a repris en main, parce qu'il y avait des problèmes d'ordre public quand même, et à ce moment-là, il a préféré prendre Couve de Murville, et Pompidou est passé dans ce qu'on appelle la période de mise en réserve de la République,
c'était assez amusant. Et bien sûr, quand De Gaulle est mort en 69, il est revenu. Voilà. Pour ça, je pense que vous le saviez, peut-être, non? Peut-être pas? Parce que moi, ça me paraît, ça me revient, c'est naturel. Alors voilà, on arrive au mois de mai. C'était nos cases horaires. Vous avez les mêmes, non? En couleur? En couleur, je suppose. Parce que là, c'était le produit de la badass de M. Vieldan, de Lulu. Hein. Et on avait, en fin d'année, on s'apprêtait à faire le stage géologie. On allait dans la campagne, dans la montagne. Pas dans la montagne, on verrait en Ardèche. On m'a privé de mon séjour en Ardèche. Et on ramassait des cailloux. Hein? Oui, c'est ce que font les géologues, non? Oui. Mais alors nous, on a ramassé des pavés. On a préféré aller chercher les cailloux où ils étaient. J'ai mis des photos du stage qui a eu lieu en fait en septembre. Ah oui, il y a eu un rattrapage. Raguin. Voilà. Monsieur Raguin n'en pouvait plus, il a fini par exploser, il a organisé un stage en septembre pour les géologues. Parce que moi j'y étais pas, nous on avait un stage ouvrier. Donc voilà. Pendant ce temps-là, il y en a des... Bon, quoi? Bon, c'est juste des effets idiots. Voilà. Alors, il y a eu l'histoire des cocktails Molotov. Oui, mais ça, vous ne le trouverez pas dans les jours. C'est le Canard enchaîné qui a découvert qu'à l'instruction IMO, et c'était pas faux, on nous avait appris à faire des cocktails Molotov. Juste avant. Donc, nous, c'était des travaux pratiques. C'est idiot. Ah, ça vous fait rire, mais les cocktails Molotov, ça fait mal. Vous allez voir. Alors ça par contre c'était un tract en Nanterre, mais nous dans le Canard enchaîné, on n'a pas retrouvé l'article, c'était dans le début mai, je ne sais pas si vous... Bon. On l'a demandé mais ils n'ont pas ressorti. Mais voilà, et bon, moi je vais pas, si jamais je reste trop dans les détails, vous allez le noter, alors faut pas. Bon voilà. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a eu les premières violences à Beaujon et on a eu quelques élèves qui ont été pris. C'est-à-dire à Beaujon, il y avait une manif et ils ont pris un peu tout ce qui traînait. Et ils ont tabassé. Alors nous, il y avait Constant de chez nous, qui était vraiment pas un révolutionnaire, il s'en faut. Et puis il y a eu Chauveau. Parce que l'autre leader du comité d'action, c'est Chauveau, Thierry Chauveau, qui est décédé l'année dernière. Donc je peux le citer. Enfin, je cite des noms, hein, vous n'êtes pas pressés. Je n'aurais pas demandé leur avis. Hein. Normalement. Voilà. Alors on a créé des commissions, illico, commission prof-élève, avec surtout une commission permanente. Alors cette méthodologie, nous on l'a vu arriver comme ça, on ne savait pas d'où elle venait. Avec le recul, si vous voulez en étudiant les choses, on s'aperçoit qu'elle a été pratiquée dans presque toutes les écoles, dans les universités. Parce que quand vous avez un mouvement violent qui arrive comme ça, un arrêt, il y a aussitôt des gens qui émergent, c'est ceux qui sont déjà formés, qui ont déjà de la méthodologie dans la tête, et c'est effectivement les maoïstes, les gauchistes, puis les communistes, ils savent faire ça. Donc, en plus un filtrage d'étrangers, non? Ah, j'avais pas pensé à celle-là. Et j'aurais pas osé la dire. Autant que ce soit toi qui le reconnaisse. Bon, 6 commissions. Alors, un président chargé, vous allez voir. Et alors, la grande lutte, vous allez voir ce qui va se passer, parce qu'on va surtout parler de quelques commissions. La grande lutte, c'était la parité dans les décisions. C'est-à-dire que tous les comités qui vont être créés, il fallait que les élèves soient à parité avec les profs et l'administration. Et même des écoles où Non, c'est la parité décisionnelle. Et les profs avaient trouvé une astuce, et on n'a jamais compris ce que ça voulait dire, en disant la décision collégiale assistée. Si vous arrivez à comprendre, moi 50 ans après, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais pour eux c'était pas de la parité. Et en fait c'est peut-être... Alors le principe c'était la co-gestion, co-gérer, c'est-à-dire gérer ensemble à égalité. C'est devenu après mai 68 la participation. C'est-à-dire les élèves ont fini, j'anticipe, mais les élèves ont fini par perdre. Voilà. Et puis le comité d'action, ah oui, à côté des commissions, il y avait le comité d'action présidé par Chauveau et Cher. Bon. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus que j'avais ça. Bon, je vous montre en un peu du temps, comme ça vous comprendrez que c'était du sérieux. Donc voilà une journée du 22 mai, j'avais noté ça, je vous avais donné ça, c'est 9h réunion de formation, vous voyez, 10h30 commission, 3 heures de commission, on faisait le rapport des commissions, parce que les commissions, il y avait des rapports écrits, c'était pas...
on faisait pas, voilà, on notait comme ça, tout. Et c'était co-signé. Le compte rendu était co-signé par un prof, un élève. Vous voyez, c'est déjà la parité. Alors il y avait un comité de liaison inter-grande école, à la Halle au Vin, on y allait quelquefois, qui comparait ce qui se passait. Alors il y avait des écoles qui obtenaient plus d'avantages, d'autres un peu moins, enfin ça dépend, il y en a qui obtenaient des histoires sur le statut des profs. Ça variait beaucoup avec les écoles, mais enfin bon, en gros, vous allez voir que la moyenne, alors commission tripartite, oui voilà, et après, ça, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais après on débattait avec les chercheurs, parce qu'il y avait tout un département de recherche. Bon voilà, alors là on arrive dans le reportage, proprement dit, le temps. J'espère que vous n'êtes pas trop stressés, parce que c'est là que ça va chauffer. Pour l'instant, je vous ai préparé doucement pour bien vous... Voilà, déjà, le quartier de la Sorbonne était bouclé. Donc là, j'ai pris une photo. On passait au milieu de rangées de CRS. Là, on est sur le Boulmiche. Et puis voilà ce qui va... Alors là, je remercie Jean-Jacques Gauthier, Gilbert Gauthier de nous avoir amené ces photos couleurs, parce que c'est vraiment du vécu. Et vous allez voir que les miennes, c'est noir et blanc, les siennes, c'est couleur, ça se complète totalement. On était à deux endroits très proches. Il y en a à peu près les mêmes... Pardon. Excuse. Voilà. Alors voilà, là ça commençait, c'était le 10 mai, après-midi. Alors vous voyez là, ça commence à chauffer un peu, on commence à arroser des manifestants. Là, on les arrose beaucoup plus, pour les écarter, parce qu'il y avait et c'était le soir où on commençait à construire des barricades. Là, bon, vous voyez, c'est chaud déjà. Alors voilà les barricades, je remercie le service archives et conservation des documents qui m'a fourni un plan. Alors il me manquait la nôtre, celle que vous allez voir, qui est la maison des mines est là, hein, rue Saint-Jacques. Les plus connues, c'est celle de la rue Gay-Lussac que vous allez voir. Et puis dans la rue Saint-Jacques, il y en avait 3 ou 4, dont une ici, dont un mineur était le tenancier, si vous voulez. Alors voilà, c'est vu, voilà, Gilbert Gauthier était là-haut, lui, il était à la terrasse. Et puis, moi je devais être là, parce que vous allez voir, je prends des photos de la barricade. Vous voyez où c'est là, hein, la maison des mines, elle est par là. Et là, c'est les Feuillantines. Donc là, c'est rue Saint-Jacques. Alors c'était une belle barricade, on peut le dire, parce qu'on était un peu débutants, vous voyez. Alors moi, mes photos, c'est pas de la bonne qualité, mais c'est du brut, hein. Et voilà l'auteur, hein, c'est Miem, c'est Nevsky, on peut le dire, qui était tout fier de sa barricade et qui attendait l'ennemi de pied ferme. Et pour l'attendre, qu'est-ce qu'il avait au pied de la barricade? Vous voyez quoi? Là? Voilà. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis parce que là, il n'y a pas les photos. Il y a eu des gars là-haut, dont un de nos stagiaires chiliens qui lançait des bouteilles de coca. C'était pas en plastique, c'était en verre. Depuis le 7e. Et Guy Arlette a bien reconnu Xavier Richard. Tu vois, je suis content qu'il m'ait apporté ce témoignage. Moi, j'étais aussi sur la terrasse après, mais je n'avais pas vu. Les CRS qu'ils ont fait, ils sont arrivés en bas de la barricade, et ben ils ont lancé quelques grenades, et puis ils sont rentrés dans la maison, là, ici. Et ils sont rentrés, puis nous, on était cachés là-haut, mais ils rentraient par l'escalier, puis ils rentraient dans les pioles, un peu au hasard, ils tiraient les gars, même s'ils dormaient, et puis ils les tabassaient dans l'escalier, hein, jusqu'à ce qu'ils descendent. Donc c'était quand même... et on n'en menait pas large. Hein. Et la principale victime, c'est Jean-Paul Cher, qui a été vraiment très amoché, hein, je me souviens. Et il est venu après, alors les réunions des AG se passaient ici, il était venu 2 jours après, tout tuméfié, ça lui donnait une certaine aura du coup, une autorité. Voilà. Donc voilà, ça c'est... Alors voilà, les photos continuent, parce que vous voyez, l'ambiance vue d'en haut, c'est ce qu'on voyait, hein. Il y avait des lueurs partout, il y avait le feu, il vous manque les odeurs et les bruits, mais c'était assez angoissant quand même, hein, quand on vient de sa province, hein, je pense aux Toulousains, hein, et qu'on arrive là-dedans, ben, on se sent pas très tranquille, quoi. Vous allez voir d'ailleurs, voilà. Alors là, Gauthier a bien pris en photo les voitures qui étaient en bas, dont la fameuse 2 chevaux, et elle a pris une grenade offensive. Alors, bon, il se trouve qu'on nous apprenait à l'IMO toujours que c'était que des grenades offensives. C'est pas des grenades lacrymogènes, les offensives, et ça fait un bruit, je peux vous dire que... Et d'ailleurs, on va voir le résultat. Donc là, voilà, le lendemain,
Voilà, ça avait fait péter toutes les vitres de l'entrée, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est des effets. Donc, je me souvenais plus. C'est dans la présentation, oui, je vous dis, et je l'ai présenté il y a 10 ans, ça. Et j'avais mis beaucoup d'effets, mais je vois que j'avais oublié de les enlever, ils sont toujours là. Bon, si ça vous gêne pas, moi ça me va. Donc on parcourt la rue qui est en désolation. Alors voilà, vu d'en haut, ce qu'a photographié Gauthier, donc on commence à circuler, on a déblayé un petit peu, mais enfin ça reste quand même ce paysage de désolation. Pardon. Alors la fameuse de chevaux, vous voyez qu'elle a été. Et lui, il l'a pris aussi en photo, vous voyez, c'est bien la même. Ceux qui avaient des voitures à ce moment-là, ils en étaient pour la frais. Enfin, il y en a eu une surtout. Voilà, et là je vous montre les fameuses grenades, voilà, c'est ça. Ça, ce sont des grenades offensives, c'est pas des... Non, ça c'est une lacrymo. Ah non, mais c'est pas ça. Il y en a une autre là, non, on la voit pas bien, voilà. Bon, les vélos, j'en parle pas. Alors on allait faire des photos, ce qui m'émeut un peu, c'est que Dombrovner, que je connais bien là, il est décédé il y a quand même une dizaine d'années. Bon, de le revoir là, ça me fait drôle. Voilà, donc toujours la rue. Voilà, la même photo par Gilbert Gauthier. Lui, il est monté un peu plus haut dans la rue Saint-Jacques. Et il y en avait d'autres. Et puis voilà. Alors les pavés, on les volés. Et puis donc là, c'est la barricade elle-même. Hein, la vraie. La nôtre était plus amateur. Et la fameuse photo que j'ai faite là, que je ne vends pas d'ailleurs, mais qui m'a valu un prix à un concours, c'est celle de la rue Gay-Lussac. Un matin, voilà. Bon, vous voyez, c'était des marques de l'époque, hein. Des 4L, des Arondes, des 2 chevaux. Alors, le 15 mai, explique, parce qu'on a eu le même choc, tous les deux. C'était un brillant pilote. Bruyant. Brillant, très brillant, qui appartenait à un groupuscule, voilà, et qui est pris en photo dans les 24 dans l'Express. Voilà. Alors, une vie un peu plus compliquée après. J'avais gardé ce souvenir que la couverture de l'Express, de ce jour-là, il y avait cette photo, on est tombé dessus, on dit, mais c'est pas vrai, mais c'est lui. Et tu me l'as confirmé dans ton témoignage, donc je dis, la couverture, c'était à l'intérieur. Si, la couverture aussi, mais ils n'ont pas donné la couverture de l'Express, mais il est en photo de couleur, hein, devant. Alors, on n'ouvre pas l'Express pour regarder, nous on l'a vu devant les kiosques. Hein. D'ailleurs, c'était pas l'Express, c'était Jean-Jacques Servan-Schreiber là qui. Et voilà, donc c'est un de nos camarades qui est en vedette là. C'est ça, Jean-Michel habite maintenant sur une péniche à côté de... Ah, ça, je ne suis pas habilité à dévoiler sa vie privée. Voilà, mais c'est pas tout ça, le plus dur reste à faire. Alors je tenais à signaler la présence du père Blond, l'aumônier là de notre communauté, qui a été très actif, et on dit qu'il a négocié, il a fait partie d'une négociation un peu secrète avec la direction pour faire aboutir un certain nombre d'éléments que vous allez voir tout à l'heure. Bon, parce que nous, il n'y avait pas que la bagarre et les pavés, nous on négociait, on discutait, quoi. Alors voilà, il nous a fait faire des conférences, toujours la calotte qu'on appelait, le dominicain Chenu qui est là, pardon, et Chenu et Blancard, alors j'ai vu dans un livre, on les appelle tous les trois, Blond, Chenu, Blancard, la bande des 3 dominicains escaladeurs de barricades. Bon, on ne savait pas, nous, à l'époque. Bon, il y a le 15 mai aussi, il y a l'ouverture de l'Odéon, vous en avez entendu parler peut-être de ça. C'était jour et nuit, des débats continuels. Hein. Ça n'arrêtait pas de parler, d'ailleurs c'était un peu l'ambiance, il faut quand même se rendre compte que c'était l'ambiance où tout le monde parlait à tout le monde, quoi. On disait n'importe quoi, mais on parlait. C'était une fête. Voilà. On était étonnés de pouvoir parler à quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et l'Odéon, ça a été le cas. D'ailleurs, c'est Jean-Louis Barrault qui s'est mis lui-même dans le public en disant « je ne suis plus directeur, je ne sais plus quoi ». Enfin, il a fait un cinéma. Et la Maison des Mines, ici, là. Du théâtre, Jean. Comment? Le cinéma du théâtre en Lyon. Ah oui, c'est vrai. Oui, il joue bien d'ailleurs. Avec, comment il s'appelait, Moreau? Madeleine Renaud. Alors, là, ça c'est pris ici, parce que tous les soirs, il y avait, en dehors des âgés, il y avait des gens qui venaient. Alors vous avez des acteurs, des machins. On servait de tremplin à des artistes d'un soir, comme je dis. Ah, il fallait voir l'ambiance. C'était un peu fou, quoi. Pendant un mois, ça a été le déchaînement.
Alors vous voyez, il y avait des pièces improvisées, alors souvent à la gloire du maoïsme triomphant, hein, de la révolution culturelle dont on ne savait rien. Parce que quand on découvre maintenant ce que c'était, enfin, tout ça je l'expliquerai dans le petit bouquin, si on avait su, si on avait pris la peine, on aurait peut-être été moins glorieux. Enfin, la révolution culturelle, quand même, c'est ce qui a servi à Mao à reprendre le pouvoir après son grand bond, le grand bond en avant, qui en fait a été un grand bond en arrière, avec des famines et tout. Il s'est servi des jeunes et des étudiants en particulier chez lui pour reprendre le pouvoir contre Liu Shaoxi, je crois. Et ça a été une catastrophe. Ça a eu des meurtres, enfin, on prétend même que ça a été jusqu'au cannibalisme. Enfin bon, il y a eu des tas de trucs sur la révolution culturelle. Heureusement qu'on n'est pas arrivé là. Oui, je tenais quand même à rappeler on avait des gens mariés chez nous, donc la femme de notre ami chilien, Richard, qui faisait de la danse. Bon, alors voilà, les commissions. Conseil de perfectionnement, bon, on va y arriver là. La commission permanente, c'est celle qui surveille les 6 autres commissions. Voilà. Bon, je vais passer parce que c'est elle qui a mis en place les 2 conseils là, dont je vous parlais tout à l'heure, où on devait jouer la parité. Et selon les versions, on pouvait occuper entre 40 et 50% des sièges. Voilà un exemple de travail en commission. C'est mon ami Colin qui est devant, là, qui nous regarde. Et puis derrière, vous avez au tableau, c'est dans l'amphia, ça. C'est dans l'amphia qui servait quand même de centre de réunion principale. Et c'est Larour, Jacques Larour, qui était de la promo 65. Comment? Le Vendôme, comment on appelle ça? Maintenant, c'est la salle historique. Là où c'était le comité de direction, l'école. Ah, ils y vont plus, c'est plus une salle de cours. Ah, excusez-moi alors. Et nous, c'était une salle de cours, mais là, elle servait pour les synthèses des commissions. Moi, je faisais partie de la FNAGE, qui était 18 rue Dauphine, avait un siège où on faisait la coordination entre grandes écoles. Alors, c'est surtout notre ami Porège qui y participait. Alors, l'évocation de l'école. Bon, je ne sais pas si vous savez quand vous rentrez dans une école à quoi vous êtes destiné, mais voilà, le but, c'est, on s'est posé toutes ces questions. S'il fallait démocratiser, bon là, c'était dans le contexte de la fin des grandes écoles, du rattachement à l'université, de la suppression des concours, de la fin de l'élitisme, et ouvriers et étudiants, même combat. C'est vrai ça. Hein? Alors on est arrivé à définir la formation d'ingénieurs de haut niveau à compétences industrielles définies au cas par cas et orientées vers les besoins futurs de l'industrie et des conceptions novatrices dans les domaines techniques, sociaux et économiques. J'espère que c'est toujours vrai. Pour vous. Hein. Bon, moi je faisais des dessins, je trouvais les assemblées générales un peu soporifiques, donc voilà. Bon, le statut des professeurs, alors là, effectivement, c'est un sujet difficile. Donc je rejoins, parce qu'on n'a trouvé que 2 papiers là-dessus, 2 pages. Et je pense que ça soulevait des problèmes sur les statuts de certains profs qui risquaient leur siège. Donc il n'y a jamais eu de compte-rendu. Le programme d'enseignement. Alors c'est d'ailleurs ce qui va tuer la commission permanente, c'est qu'à la fin ils devaient faire la synthèse. Puis ils vont se retrouver avec des tas de rapports qui émanent de tout un tas de commissions et ils ne vont pas y arriver. C'est là qu'ils vont commencer à reculer. Pourquoi? Parce que entre la vocation de l'école et le programme d'enseignement, comment chacun peut traiter ça séparément? C'est pas possible. L'enseignement, il dépend de la vocation de l'école. Donc chacun a fait son petit travail, son gros travail d'ailleurs. Donc vous voyez, alors là c'est le plus important, c'est les départements qu'on crée avec les différentes matières. Survie de la géologie qui a failli passer à la trappe, le maintien des machines, ça aussi c'était une surprise, j'en suis très content parce que j'en ai bénéficié. Puis l'économie est passée au second rang des sciences humaines. Alors ça c'était la grande victoire de M. Cher. Bon voilà une autre, je parlais de Wing Kung, il est devant moi là. Une autre réunion avec la Cour Gaillet qui expose ses idées avancées bien sûr. Alors, la guerre des communiqués du 30 mai, bon, tout ça, vous pourrez le lire en ligne parce que je ne vais pas le réciter ici, mais alors, si quand même, ce qui est un peu succulent, c'est de voir, bon, les profs, je vous ai dit, décision collégiale assistée, je ne sais pas ce que c'est,
les étudiants demandaient la parité absolue sous l'argument que les élèves ingénieurs sont des ingénieurs travailleurs dont les exigences ne sauraient être satisfaites qu'en alliance avec le mouvement ouvrier. C'est écrit dans le compte rendu. Bon, le comité d'action a repris ça à son compte en soulignant, alors le comité d'action c'était le comité des élèves, considérant que l'introduction des sciences humaines sera l'une des conquêtes de ce combat, et il termine en citant Fidel Castro. Ça aussi, je ne sais pas si aujourd'hui on le reverrait. Bon, la fameuse négociation secrète, j'y viens, avec entre Pierre Stremsdorfer, PS, Lescoffy et Fischer, on n'a jamais entendu parler de ça. C'est Strems qui me l'a... Alors Schmidt-Bitz, Stremsdorfer, qui m'a expliqué qu'un jour ils sont allés voir Fischer et il m'a dit alors, on ouvre ou on n'ouvre pas? Allez, on ouvre, dit Fischer. Vous voyez, comme la décision a été... Il s'agissait des cours d'économie marxiste, sous l'habit ambigu d'économie internationale, assorti de sociologie et de l'épistémologie. Donc c'est ce jour-là qu'il s'est laissé fléchir pour ouvrir ça. Alors c'est cette fameuse commission. Alors c'était le seul département en autogestion qui pouvait choisir librement ses conférenciers. Pourquoi? Ben justement pour embaucher M. Cher et sa bande de sociologues. Parce que d'habitude les professeurs sont choisis par un comité, je sais pas si c'est le comité d'enseignement. Au milieu, il y a des cooptations, quoi. Les écoles, comme les mines, veulent toujours avoir des profs de très haut niveau. Si on a un prix Nobel qui passe, il ne faut pas le laisser passer. C'est comme les joueurs de foot, hein. Il faut y mettre le paquet. Et à l'X, on avait le problème de Le Prince Fringuet. Après, ils deviennent des mandarins parce qu'on ne peut plus s'en séparer. Ils se considèrent que c'est inamovible. Et c'était le problème là qu'ils ont voulu pour éjecter Allais. Et à l'X, c'était Le Prince Fringuet. Et je crois qu'il est parti de lui-même d'ailleurs, un an ou deux après, non. C'est une histoire comme ça. Je sais pas. On le lit dans les livres de l'X, mais j'ai oublié. Bon, enfin le seul truc positif pour moi, c'était le cours d'expression orale de Mito Bourgoin, auquel on a assisté quelques-uns, qui était magnifique, magnifique. C'est une actrice assez connue à l'époque. Bon, après il y a les cases horaires, ça c'est la commission pédagogie. La notation ABCDE, vous y êtes toujours? Alors, entre être noté sur 20 et puis ABCDE, quel progrès, hein. Alors les amphis, ou alors les ATP ou les TAP, ça veut dire amphi, travaux dirigés ou petites classes. Vous voyez, alors on ne savait pas s'il fallait mettre les TAP ou les ATP, on a discuté, mais des jours et des jours là-dessus. Je vous dis pas, mais démarche discursive ou inductive, ah non, mais on a vraiment tout secoué, quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis est-ce qu'il fallait maintenir un classement de sortie? Ah là là là. Mais le point le plus délicat, je dis à la fin, c'est pas tellement les réformes et les machins, c'est qu'on allait les expérimenter sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on réformait, mais c'était nous qui allons être les premiers cobayes l'année suivante. Et là, vous verrez, c'est délicat. Bon, ça c'est pour rappeler Grenelle. Simplement, les têtes que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Georges Ségui, là-haut, Paul Huvelin, le patronat, Edmond Maire qui venait d'arriver ou qui allait arriver, Bergeron, et puis les deux autres syndicats, j'ai oublié, c'est ceux qui ont négocié Grenelle, qui a commencé, alors Grenelle a commencé à signer la fin du mouvement. C'est cela qu'il est passé dans la phase politique. Certains disent que De Gaulle s'appuyait beaucoup sur l'Union soviétique, hein, et qu'il a réussi comme ça à obtenir l'accord du PC pour qu'il n'y ait aucune liaison entre les ouvriers et les étudiants. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. La CGT a bloqué les entrées des usines. Et c'est ce qui a peut-être mis fin au mouvement, en tout cas. Bon, la Sorbonne restait encore gardée. Voilà, je vous dis, c'est la fin de la récré. De Gaulle rentre de Baden-Baden. Il fait son grand discours, je ne quitterai pas, et puis il dissout l'Assemblée. Les élections du 30 juin, bon, nous on était en fin de discussion, et puis son nouveau gouvernement. Bon, voilà, donc je répète ça, parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Hein. Oui, vers la mi-juin, le comité d'action commence à prendre des distances. Il est obligé d'afficher au grand jour ses idées. En fait, supprimer les grandes écoles, en gros, et les mettre comme des options à l'université, quoi, sans concours, sans classement, voilà. C'était l'élitisme. C'était Bourdieu et Passeron appliqués, c'est ça.
Et ils ont été obligés de le dire à un moment donné, donc ils se sont quand ils ont vu, voilà, ils ont été pris de vitesse, et quand ils ont vu les rapports des commissions, ils, ils ont été mis devant le fait accompli un peu. Mais n'était-ce pas eux qui avaient créé tout ça? Donc recul stratégique, la parité, l'histoire, je vous ai dit tout ça, donc je me répète un peu. Donc voilà, ça j'avais déjà dit, ça c'est la même. Bon, là, la fin des négociations, donc on arrive à la fin, la queue de comète du mouvement. Nous on avait l'Amélie en juillet, c'est-à-dire on avait le stage de 15 jours à Coëtquidan pour devenir officier, et en septembre, le stage ouvrier. Le stage ouvrier, c'est la mise en application. On avait beaucoup entendu parler des ouvriers, là on était avec eux. Voilà, donc on reprend le chemin, voilà l'Amélie. Alors, quand on arrive là-bas, je ne peux pas vous dire, mais les capitaines, les généraux, ils voyaient arriver des gens, pour eux c'était une armée de gauchistes qui débarquaient chez eux. C'est clair. Alors ils nous en ont fait baver. Je peux vous dire qu'on a eu droit à tout. Les marches de nuit, les traversées de rivière, les parcours du combattant, etc. Bon, après des vacances, arrive le choc de Prague en 68, alors là aussi, on parle du communisme qui apparaît à grand jour. Et juste après, là. Donc ça... Les négationnistes, là, les Sartre et tout ça, étaient un peu en délicatesse. Bon, mon stage ouvrier, enfin c'est pas des photos du stage, c'est des ouvriers à la mine de Thermo. Bon, il y en a d'autres qui ont... Je sais pas, t'en as fait un? Dans les mines, en Argentifère, en Ardèche, bien sûr. Ah oui. Non mais c'est vrai. Ouais, ça fait une dans les mines, on creusait dans du... Bon, la deuxième année, c'est là qu'on voit... Bon, les troisième années sont parties, donc on se sent un peu plus libre. On achève le travail des commissions. Alors, celui que vous avez en photo là-haut, c'est Merleau-Ponty. C'est pas n'importe qui, Merleau-Ponty. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, non? C'était le fils de Merleau-Ponty, un peu le grand maître de l'épistémologie. Donc, on a eu un cours d'épistémologie, j'ai encore mes notes. Hein. Alors, voilà. La mise en œuvre de nos réformes, le décès. Alors oui, en octobre, Georges Brun est décédé. Et ça, c'est, voilà, je le montre parce c'est un peu triste. C'est un peu une victime collatérale quand même. Bon, il est peut-être mort de mort naturelle, mais il a été très choqué de voir son enseignement passer, enseignement spécialisé. Et il nous a écrit un testament en 7-8 pages, que je vous ai donné d'ailleurs, que je publierai aussi parce qu'il est très intéressant, montrant qu'il n'était absolument pas d'accord avec ce qu'on disait, voilà son testament, sur la conception de l'école, et lui se basait sur l'expérience allemande, et il a des arguments qui tiennent vraiment la route. Bon, ben nous, vous voyez, on continue, le billard, on a repris le club photo, on allait beaucoup au cinéma. Alors c'était l'époque du Pasolini, du Godard, Ah oui, je sais pas pourquoi Bergman nous travaillait l'esprit, alors bon, on a vu les... À l'époque ça sortait, hein. Il y a eu l'aveu en 70, mais c'est plus tard. Je sais pas si vous voyez ça encore, moi c'était plutôt la musique, donc c'était les débuts du mouvement folk, avec Lionel Rochman et son Houtenani, où j'étais un des fidèles, qui m'a permis de rencontrer des gens comme Stivell et Daddy, qui à l'époque étaient un peu débutants. Voilà un mouvement folk après qui a pris de l'ampleur. C'était Hugo Frey, Wright et tout ça. Et pendant ce temps, là, voilà une autre photo de moi qui m'a valu un prix au concours aussi, le concours photo. Je sais pas pourquoi. Mais... En février 70, alors quand même, je vous signale qu'on était encore au ski et on est parti une semaine avant l'avalanche. 39 victimes. C'était une promo de l'INSA qui a été vraiment décapitée. Et on a eu quelques mineurs de la promo d'avant nous qui font partie dans la liste des rescapés, dont un certain Goupy qui m'a raconté comment on sortait d'une avalanche quand on était dedans, quand on attend les secours. C'est vraiment passionnant. En 69, la promo change un peu politiquement et passe plutôt à droite. À vrai dire, nous participer à des comités qu'on avait nous-mêmes décidé construire ensemble, bon, à la limite c'était la suite. Mais eux, ils subissaient ça comme imposé. Et ils en ont eu 8 marre, donc ils ont enterré la participation. Ils ont même fait un petit cercueil, hein, ils ont fait une cérémonie symbolique pour enterrer la participation. Voilà. Bon, 2 ans après, ben voilà. Ah oui, ici, il y a eu une expérience intéressante, il y a eu 4
mineurs de la promo 66 qui se sont réunis au 26 avenue Reil. Alors c'était l'époque aussi des communautés avec les beatniks, les hippies, tout le monde voulait faire sa communauté. Aujourd'hui on dirait que c'est du communautarisme, c'est pas bien vu, mais à l'époque c'était à la mode. Alors, il y en a une, t'as pas connu ça? Moi j'ai connu, il y avait Saglio, Collignon, Duquesnoy et Ventfroy, ils se sont mis ensemble pendant 1 an. On y allait de temps en temps, c'était avenue Reil. Et je les ai suivis après tous les 4. C'était intéressant. Bon, l'enterrement de la participation. Alors oui, il y a eu ce rejet des associations d'anciens, c'était jugé corporatiste. Et puis il y a eu des ouvriers, des gens qui ont voulu pousser jusqu'au bout de cette promotion, qui ont fait 1 an de stage ouvrier, il y en avait 7 je crois, et ils ont retardé leur diplôme d'1 an. Alors j'ai aussi un ami des ponts qui est devenu ouvrier. Il ne voulait plus être ingénieur, il est passé ouvrier. Bon, il est resté chauffeur-livreur pendant 20 ans. Oui. On peut dire que le stage ouvrier d'1 an, ce n'est pas une inauguration de chute de loup. Ah bon. Dans ma promotion. Ah, qui était quelle année? 52. Oui. Ah, je vous ai... Entre la 2e et la 3e année, il y en a 6 ou 7 qui ont fait un stage ouvrier de mine dans le Nord. Ah ben, nous qui croyons avoir inventé quelque chose. Oui, j'ai oublié de vous présenter notre ami Jacques Boivin, qui était le président longtemps du cercle stratégie, mine stratégie, et avec qui je discute beaucoup de toutes ces questions-là, qui m'a aidé un peu à remettre les idées en place. Voilà. Et qui l'a vu encore plus, des promos encore avant nous. Je pense que c'est la promo 51 qui a inauguré ce stage dans les houillères d'1 an entre la 2e et la 3e année. Mais nous, ça se faisait plus, ça. Nous, c'était un mois, stage ouvrier après la première année. Mais là, ils ont fait la 3e année en stage ouvrier, et puis après, ils sont revenus faire une 3e année. J'en connais quelques-uns que j'ai suivis, d'ailleurs, ils sont toujours... Bon, ça les a pas trop marqués, hein, d'ailleurs. À part celui que j'ai connu qui est resté ouvrier, ce qui est intéressant, c'est un gars des ponts, il a été ouvrier pendant 1 an, puis après, il est rentré au PTT, à la poste, en tant que chauffeur, et puis ils ont vite remarqué qu'il n'était pas bête, et il a fini inspecteur des télécoms, quand même. Comme quoi... Même ouvrier, ça mène à tout. Bon, les impressions générales, bon, je vous passe un peu nos états d'âme. Voilà, ben je me répète là. Ah si, il y avait un truc intéressant aussi, c'est les assistantes sociales. Tu t'en souviens un peu, non? Parce qu'on était jumelés par la calotte avec les assistantes sociales du boulevard Raspail. Bon, nos relations avec HECJF, elles ont pas marché dès le début. Hein. On s'est vite séparés. Donc comme un accord, hein. On a divorcé par consentement mutuel. Mais après, on s'est retrouvé avec une école d'assistante sociale, et c'est assez étonnant parce qu'elle venait souvent, on faisait le pèlerinage de Chartres ensemble, et il y a eu des mariages qui se sont faits, et alors j'avais compris que c'était, bon, l'ingénieur était l'exploiteur des masses ouvrières, et l'assistante sociale réparait derrière, donc c'était un peu le service après-vente, si vous voulez, voilà, de la culpabilité. Non mais c'était l'atmosphère, hein, et c'était assez marrant. J'en ai suivi plusieurs, d'ailleurs au moins 2, dont un fameux Bruno Parmentier, qui a épousé une que je connais très bien, et lui, il a repris la librairie Maspero, et il est actuellement directeur de l'école d'agriculture d'Angers, je crois, et d'ailleurs on le voit à la télé, chaque fois qu'il y a un problème sur la faim dans le monde, c'est lui qui parle. Donc comme quoi, hein. Voilà. Bon, je passe sur, bon ça c'est la suite, mais bon, l'évolution, bon, il y a un ancien que vous reconnaissez peut-être, non? Promo 66, non? Ça dit quelque chose? Voilà. C'est Alain Minck. Mais lui, bon, on dirait, il est arrivé après 68 et il a fait une autre carrière, mais il venait pas trop souvent à l'école. Voilà. Enfin, j'ai fait une petite classification des gens. Alors si, quand même, j'insiste sur la dernière catégorie, je vais en parler, la dernière catégorie que j'ai eu souvent, à qui j'ai souvent affaire dans la... Enfin, moi, je fais partie des neutres, si vous voulez, j'ai contesté à droite, j'ai suivi la carrière à laquelle j'étais préparé, hein. Métallurgie, j'ai fait métallurgie, bon, voilà. Et dans plusieurs usines, dans 4 usines, j'étais jusqu'à conseiller en stratégie Francis Maire. Bon, c'était quand même un grand capitaine d'industrie. Mais il y a des gens que j'ai connus dans cette société, qui étaient d'anciens gauchistes,
qui se sont repeints, enfin j'appelle ça les gauchistes caméléons, c'est-à-dire qu'ils reprenaient la couleur de leur environnement et qui sont devenus des licencieurs. Alors eux qui étaient ouvriers, ils sont devenus les licencieurs les plus durs que j'ai jamais vus, les plus sans état d'âme. En particulier chez Unimetal, là on a eu des dizaines de milliers de licenciements. Et c'était l'adjoint de Sauvageau qui l'a réalisé. Mais ce n'était pas des mineurs, c'était des centralières. Spécialistes du harcèlement moral aussi. Ça, je peux le dire, j'en ai vécu par moments. Voilà, pourquoi tout ça? Tout ça pour ça. En gros, citation, c'est pour conclure, hein, c'est un peu long, mais on y arrive. Hein. C'est un beau rêve de penser qu'on va dérouler 132 slides en une demi-heure. Voilà, une citation attribuée au général de Gaulle à l'attention de Cohn-Bendit. Ces jeunes que vous avez livrés aux illusions et qui retourneront bientôt à la chaîne de montage oublieront leur cours de sociologie. Ils avaient besoin d'un grand projet, vous ne leur avez donné qu'une récréation. Je crois que ça résume assez quand même du côté des élèves, enfin du côté de l'école, ça n'a pas pris, parce que pour moi d'abord il y avait une grande division, c'est les gauchistes, vous avez vu le nombre de mouvements, aucun ne pouvait se mettre d'accord. Les intérêts qui convergeaient, les élèves, nous, à la deuxième année, bon, c'était bien joli d'avoir discuté, mais on voulait un diplôme aussi, on était venus pour ça, donc on travaillait. Et les profs, ils voulaient protéger leur poste, il y en a quelques-uns qui en ont fait les frais, mais les autres voulaient absolument rester. Donc tout ça, ça a convergé vers une réformette, enfin une réforme dont vous subissez peut-être encore les conséquences, je pense, ou vous êtes encore dans ce... à moins que ça soit oublié. Est-ce que tu peux dire un mot de la démocratisation du corps des mines? J'ai oublié, effectivement. Alors, parmi les choses un peu vicieuses, dans je crois que c'est la commission, je ne sais plus laquelle, c'est marqué d'ailleurs dedans, mais je vous dis, vous trouverez ça en ligne, ça sera mieux. On a décidé de démocratiser le corps des mines. Il n'y a pas de corruption ici? Non? Bon, on peut parler entre nous alors. Et de l'ouvrir à 2 mineurs civils. C'est-à-dire qu'après l'école des mines, ils pouvaient faire le corps des mines, qui était réservé aux X de la botte, bien sûr. Et les 2 premiers, ça a été Roche et Arlette, chez nous. Donc 2 ans après l'armée, ils ont pu intégrer le corps des mines. D'ailleurs, ils s'en sont très bien sortis. Il y en a un qui est devenu grand directeur chez Technip et l'autre qui était à l'EDF. Roche était à l'EDF, on est grand chef de l'EDF. L'idée est venue comme ça, mais il y avait un petit côté vicieux parce qu'on ne voulait plus de classement. Or, pour pouvoir entrer en école des mines, il fallait maintenir un classement. Et c'est une des retombées collatérales, c'est qu'on a maintenu le classement pour pouvoir en trouver 2 qui remplissaient les conditions. Voilà. Mais c'est venu dans les discussions, c'était démocratisé, quoi. C'est une mini-démocratisation par rapport à celle d'ouvrir l'école à tout le monde sans concours. Mais bon, ça a été une des retombées positives pour les 2 qui en ont bénéficié. Un petit mot pour conclure. Ah mais vas-y, oui. Donc, c'était une fête qui a duré 1 mois. D'accord? Ça a duré 1 mois avec des gens dans la rue, ordinaire. Moi, je n'ai jamais été à l'école, je suis ailleurs. Et ah bon? La question qui se pose après, et donc on visait cette fête parce que les situationnistes, c'était des gens qui parlaient, c'était de la poésie pure. Ouais, exactement. Car ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes, sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans saisir ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. Donc les mecs qui écrivaient comme ça, c'était super. Alors après ça, la question, une fois que la fête a été finie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et pendant très longtemps, on a dit il ne s'est rien passé en 68. Ça a duré 1 mois, peu de paille, tout a été oublié, etc. Et ça a été le discours tenu, disons, de 70 à 80, 90. D'accord? Et après est ressorti cette espèce de discours que nous a tenu Sarkozy au début des années 2000, il faut tuer l'héritage de mai 68. Oui. D'accord? Donc Sarkozy nous dit, il s'est passé quelque chose. Moi je pense que 68, c'était la révolte anti-autoritaire. D'accord? La révolte des parents contre les enfants, des femmes contre les maris, etc. Donc c'est ça, cette révolution-là, qui était personnelle et individuelle, et qui a
je pense, changer le pays. D'accord. Et je pense qu'il en reste des choses, bonnes ou mauvaises, hein. Mais en tout cas, moi, je pense que l'impact a été majeur. Voilà, ma conclusion. Je peux quand même illustrer ce qui vient d'être dit, parce que moi j'ai vu des 68ards qui combattaient l'autorité, quand ils sont venus en poste d'autorité, je peux te dire qu'ils ne supportaient pas, ils étaient pires que les anciens. Hein. Tu décris l'histoire de l'humanité, là. Oui, mais... Bon, mais normalement, voilà, je suis arrivé au bout, c'est un peu plus long que prévu, et je m'en excuse. Je remercie ici toutes les personnes. Donc les témoins, Gauthier, Bansillon, Porès, Tasso, Cauchy, Chilès, Jarlet, Glémé, Jacques Boivin et Robert Mal qui m'ont aidé à conceptualiser des choses et qui continuent à le faire. Les archives de l'école qui sont ici, que je ne saurais jamais faire, sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu, parce qu'au fond c'est vous les inspirateurs. Et puis l'équipe de la... c'est la 17, c'est ça? Clément Père ici, c'est ça? Père, comment on dit? Père, ah oui. Voilà notre promo, je vous la présente en même temps. Alors il reste comme vraiment actif notre président Floris, dont vous entendez peut-être parler dans les journaux, parce qu'il a été chargé par Bruno Le Maire des restructurations. Il a fait toute sa carrière chez Pont-à-Mousson, hein. Il était dans les postes de direction, et puis là il restructure les usines en difficulté. Il a beaucoup de boulot. Moi je trouve qu'à son âge il ferait bien de se reposer un peu, mais c'est pas son choix. Vous pouvez applaudir. Non, non, non. Oui. Voilà, s'il y a encore des questions.